Aujourd'hui, on va décortiquer une logique économique qui est en train de redéfinir notre monde, souvent sans même qu'on s'en rende compte, le capitalisme de surveillance. En s'appuyant sur le travail de Shoshana Zuboff, préparez-vous à voir le monde numérique sous un jour radicalement différent. On commence avec cette phrase de Shoshana Zuboff, et elle est percutante. Elle résume à elle seule un retournement de situation incroyable. On croyait être les clients, les utilisateurs, en fait, on était la ressource à exploiter. C'est un changement de perspective total sur des services qu'on utilise absolument tous les jours. On a tous entendu ça, n'est-ce pas? C'est devenu une sorte de cliché pour expliquer l'économie du web. Si un service est gratuit, c'est que la marchandise, c'est nous. Simple, logique. Eh bien, d'après Zuboff, c'est non seulement un peu simpliste, mais c'est carrément faux. Et voilà la nuance qui change tout. On n'est pas le produit fini, on est la mine de charbon, la forêt vierge, le gisement de pétrole. Nos expériences, nos clics, nos émotions, nos conversations, tout ça, c'est la matière première brute qui est extraite gratuitement pour être ensuite transformée. Bon, entrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'une nouvelle technologie. Ce que Shoshana Zuboff décrit, c'est une véritable mutation du capitalisme, une nouvelle logique de marché avec ses propres règles, ses propres buts. Voilà la définition officielle. Le mot le plus important ici, c'est « revendique ». C'est une appropriation qui se fait sans nous demander notre avis, une sorte d'annexion de notre vie privée. Ce n'est pas un échange, c'est une capture. Notre expérience est convertie en données et ces données sont la base d'un commerce d'un tout nouveau genre. Pour que ce soit limpide, Zuboff utilise cette analogie. Le capitalisme industriel, pour exister, a dû revendiquer la nature, les terres, les forêts, et la transformer en marchandises. Eh bien, le capitalisme de surveillance fait exactement la même chose, mais avec une ressource bien plus intime, bien plus personnelle. Nous-mêmes. Alors, comment est-ce que cette matière première, notre vie, est concrètement transformée en profit? Ce n'est pas du hasard, il y a une véritable chaîne de production, un processus bien huilé. Décortiquons un peu. Première étape, l'appropriation. Nos actions sont enregistrées. Deuxième étape, l'extraction. On isole les données qui permettent de faire des prédictions, ce que Zuboff appelle le surplus comportemental. Troisième étape, la fabrication. Des algorithmes moulinent ce surplus pour créer des produits de prédiction. Et enfin, la vente. Ces prédictions sur ce que nous allons faire, penser ou acheter sont vendues sur de nouveaux marchés. Et ça, c'est le cœur du réacteur. Ce qui est vendu, ce n'est pas juste une pub mieux ciblée, c'est de la certitude. Le capitalisme classique vivait du risque, du mystère du marché. Cette nouvelle forme veut l'éradiquer. Les assureurs veulent la certitude de savoir qui est un conducteur à risque. Les recruteurs veulent la certitude de savoir qui va quitter son job. C'est ce commerce de la certitude qui vaut de l'or. Mais bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Prédire le futur, c'est bien, mais pour garantir la certitude à 100%, le plus simple, c'est encore de fabriquer ce futur. Et c'est là que le système bascule dans une dimension bien plus inquiétante. L'objectif ultime n'est plus seulement de savoir ce que vous allez acheter, mais de faire en sorte que vous l'achetiez. Il s'agit de garantir les résultats. Et pour ça, il ne suffit plus d'observer le comportement. Il faut l'orienter, le modifier. Le but est de nous rendre aussi prévisibles qu'une machine. Et ça se fait avec des méthodes très subtiles, souvent invisibles. Des petites incitations, les fameux nudges dans les interfaces. Des ajustements en temps réel de ce qu'on voit dans nos fils d'actualité. Des techniques pour nous pousser en groupe vers un lieu ou une action, un peu comme on a pu le voir avec des jeux comme Pokémon Go. Le tout sans qu'on en ait vraiment conscience. Cette capacité à modeler les comportements à une échelle de masse, ce n'est plus seulement un modèle d'affaires. Ça donne naissance à une forme de pouvoir totalement inédite, avec des conséquences gigantesques pour la société et pour la démocratie. Zuboff donne un nom à ce pouvoir, le pouvoir instrumentarien. Il n'agit pas par la force ou la violence, mais par l'instrumentation de notre environnement. Et son bras armé, c'est ce qu'elle appelle Big Other, cette architecture globale de capteurs, d'appareils et d'algorithmes qui nous observent et nous guident en permanence. Ce tableau est vraiment éclairant. Il faut bien distinguer ce pouvoir du totalitarisme du XXe siècle. Big Brother, dans 1984, voulait contrôler les âmes par la terreur pour imposer une idéologie. Big Other, lui, s'en fiche complètement de nos âmes. Il veut juste un marché automatisé et des résultats garantis. C'est une domination par l'indifférence, pas par l'idéologie. Et ce pouvoir repose sur une seule chose, un déséquilibre, une asymétrie radicale du savoir. D'un côté, des entreprises qui savent quasiment tout de nous. De l'autre, nous qui ne savons quasiment rien de leurs opérations. Ce fossé de la connaissance est la source même de leur pouvoir. Pour illustrer cette asymétrie, imaginez deux textes. Le texte public, c'est ce que l'on voit, nos posts, nos photos, nos likes. Et puis il y a le texte fantôme, un double invisible de notre vie, fait de toutes les données comportementales, les analyses, les prédictions. Un texte auquel seuls les maîtres de la surveillance ont accès. Et c'est dans ce texte fantôme que se trouve la vraie valeur et le vrai pouvoir. Et c'est là qu'on touche au problème démocratique. Une démocratie, ça fonctionne sur un savoir partagé et sur la souveraineté des citoyens.
En privatisant le savoir sur la société pour façonner les comportements, le capitalisme de surveillance organise ce que Zuboff appelle un coup d'État. Pas contre l'État, mais un coup d'État contre le peuple. Alors, face à ce constat qui peut sembler écrasant, que peut-on faire? Est-ce que tout est joué? Pour Zuboff, la réponse est un grand non. Son appel, c'est de devenir la friction, qui vient gripper les rouages de cette machine. Cette citation d'Orwell est là pour nous rappeler une chose essentielle. L'argument de l'inévitabilité technologique est une arme politique. Accepter ce nouveau pouvoir comme une fatalité, c'est tout simplement renoncer à notre rôle de citoyen. Le point crucial, il est là. Le capitalisme n'est pas une force de la nature. Il a toujours été façonné par des choix politiques, par des luttes sociales. On a interdit le travail des enfants, on a créé des réglementations environnementales. On peut et on doit le faire à nouveau pour le numérique. Alors, la voie à suivre, c'est quoi? Ça commence par l'indignation, par le fait de nommer les choses. Ça continue en refusant la résignation. Et ça se traduit par une mobilisation citoyenne et politique pour exiger de nouvelles lois, de nouvelles protections. Au fond, il s'agit de reprendre le contrôle, de revendiquer notre souveraineté sur notre propre futur. On termine avec cette question, qui résume tout l'enjeu. Le combat, ce n'est pas d'être pour ou contre la technologie. Le vrai combat, c'est de décider si on veut un futur numérique qui soit au service de l'humanité ou un futur humain qui soit au service du marché de la surveillance. C'est peut-être le plus grand défi de notre temps.